Bonjour à tous, c'est un plaisir de partager avec vous cette capsule portant sur un sujet qui me tient à cœur, l'évaluation échocardiographique dans l'insuffisance cardiaque AFEVG altérée. Voilà, alors, avant de passer à l'échocardiographie, je commence juste par un rappel sur la définition de l'insuffisance cardiaque, parce que je vais m'attarder essentiellement sur la place de l'échographie chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque FEVG altérée, qui est définie par une FEVG inférieure ou égale à 40%. Et là, ça c'est une nouveauté publiée en 2021, confirmée aussi dans les nouvelles guidelines américaines de l'ACC qui viennent d'être publiées le 1er avril 2022, et on trouve le HFrEF, l'insuffisance cardiaque FEVG réduite avec une fraction d'éjection qui est inférieure à 40%. Entre le 41 et 49%, c'est le modérément réduite, mais ça rejoint aussi le groupe d'insuffisance cardiaque FEVG réduite. Alors, quel est l'apport de l'échocardiographie dans l'insuffisance cardiaque? Elle nous permet d'étudier la géométrie ventriculaire gauche, avoir une idée sur le remodelage des cavités cardiaques, évaluer la fonction systolique et diastolique des ventricules gauche, mais aussi du ventricule droit, apprécier l'hémodynamique des deux cavités, ventriculaire gauche et ventriculaire droit, et donc les pressions de remplissage, rechercher des lésions associées, aider à la prise en charge thérapeutique. Donc, s'il y a un asynchronisme, est-ce qu'il y a de la régurgitation, et rechercher aussi le cadre étiologique orienté vers l'étiologie. Alors, je commence par l'évaluation de la géométrie du ventricule gauche, et c'est essentiellement, on va chercher la dilatation du ventricule gauche, qui est assez fréquente dans le cadre de l'insuffisance cardiaque. Elle est définie là, vous voyez, par les diamètres indexés, le diamètre télédiastolique ventriculaire gauche, le télésystolique, mais aussi on tient compte, lorsqu'on évalue la fonction, le remodelage ventriculaire gauche, on tient compte des volumes ventriculaires gauche, et on cherche la forme sphérique du ventricule gauche qui témoigne aussi du remodelage du ventricule gauche, et on regarde aussi l'épaisseur du myocarde. Est-ce qu'il est normal ou aminci? C'est très important. Plus c'est aminci, plus la fonction systolique généralement est altérée, l'atteinte est sévère du ventricule gauche. Et généralement, on a une masse ventriculaire gauche augmentée non par l'hypertrophie, mais par la dilatation du ventricule gauche. Et là, vous avez les valeurs moyennes normales des diamètres télédiastoliques, télésystoliques ventriculaire gauche, publiées dans les recommandations de la quantification des cavités cardiaques. C'est des recommandations de la Société américaine d'échocardiographie et l'Association européenne d'échocardiographie. Voilà, là c'est juste pour insister sur l'échocardiographie en mesurant les diamètres télédiastoliques et télésystoliques de bord attaque à bord d'attaque. Il faut faire attention, il faut être bien aligné pour mesurer ces diamètres, et il faut aussi faire attention des pièges, des mesures des diamètres et de l'épaisseur des parois. Donc là, il ne faut pas, par exemple, là, il faut faire attention de la bandolette modératrice. Là, donc, il ne faut pas, c'est-à-dire sous-estimer le diamètre télédiastolique ou télésystolique du ventricule gauche. Il faut aussi faire attention des piliers. Il faut savoir prendre correctement les diamètres ventriculaire gauche pour ne pas sous-estimer les diamètres. Et donc là, comme vous voyez en 4 cavités, là l'échocardiographie montre un remodelage ventriculaire gauche avec un ventricule gauche qui est dilaté. Et là même à l'œil nu, sans mesure, on devine cette dilatation du ventricule gauche. Et donc il faut bien l'évaluer, et on peut l'évaluer par l'indice de sphéricité, qui est le rapport entre la longueur du ventricule gauche sur le diamètre en coupe apicale 4 cavités du ventricule gauche, et on parle d'un indice de sphéricité significatif avec une déformation du VG, c'est inférieur à 1,5. Donc là, c'est surtout pour étudier le remodelage, la dilatation des ventricules gauche. J'arrive aussi à un paramètre très important qui nous permet d'évaluer la fonction systolique du ventricule gauche dans sa globalité. C'est le calcul de la fraction d'éjection ventriculaire gauche, et on parle d'insuffisance cardiaque FEVG réduite, comme tu l'as dit, lorsqu'elle est inférieure à 40%. Mais donc là, c'est basé sur la méthode Simpson-Duplan, je vous rappelle, en calculant le volume
télédiastolique moins le volume télésystolique sur le volume télédiastolique. On coupe 4 cavités, 2 cavités et on va faire la moyenne de la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Donc, il faut bien savoir mesurer la fraction d'éjection ventriculaire gauche pour ne pas sous-estimer et surestimer. Mais il y a limite et des sources d'erreurs telles qu'il faut faire attention de la mauvaise visualisation des contours de l'endocarde. Donc, il faut bien voir l'endocarde pour pouvoir bien tracer. Il faut surtout pas que la coupe soit tronquée. Et c'est une situation, on la voit pas fréquemment sur nos germes résidents, mais une coupe apicale qui est tronquée, on ne voit pas bien l'apex, il est tronqué, il est pris de façon tangentielle. C'est que la sonde d'écoute n'est pas située dans le bon espace intercostal. Et ça, généralement, ça va surestimer la FEVG parce que ça va nous montrer un apex qui est hyper contractile et on peut passer à côté, par exemple, d'une akinésie de l'apex ou une hypokinésie de l'apex et ça, comme je l'ai dit, surestime la FEVG. On peut passer à côté et aussi les sources d'erreur, le fait d'avoir un anévrisme aussi, on ne peut pas calculer correctement. Pour les arythmies, surtout la FA, il faut moyenner les mesures. Et en cas de tachycardie aussi, il faut réévaluer avec contrôle après ralentissement de la fréquence cardiaque. Là, juste pour vous donner un exemple, coupe 4 cavités. Là, c'est une très belle coupe qui passe par l'apex, 4 cavités. On voit l'apex bien tracé. Par contre, ici, c'est une coupe tangentielle. Vous voyez ici. Et on prend, ce n'est pas l'apex, mais une paroi, une petite paroi, le para-apical du ventricule gauche. Et donc, on le voit de façon tangentielle. Voilà, donc il faut faire attention. Et là, je reviens aux recommandations des mensurations des cavités cardiaques. Vous voyez le volume télédiastolique, télésystolique des valeurs normales. On se base surtout sur l'indexé, c'est très important, le télésystolique et le télédiastolique, et la fraction d'éjection ventriculaire gauche avec les valeurs normales. Et une FEVG normale, c'est entre 52 et 72%. Alors, donc, ça, c'est concernant le calcul de la FEVG en mode bidimensionnel. Vu ces limites, parfois dans les limites que j'ai citées, on est obligé de recourir à l'échographie 3D. Honnêtement, on n'est pas en train de la faire de façon courante, dans la pratique courante, pas en train de calculer les FEVG par le 3D. Mais dans ces situations où il y a des limites, on n'est pas certain de bien calculer la FEVG en mode bidimensionnel. Il est intéressant de faire l'échocardiographie 3D, surtout que le calcul de la FEVG 3D il est mieux corrélé à la FEVG en IRM. Vous savez que l'IRM, c'est la méthode de choix de calculer la FEVG ventriculaire gauche, qu'il n'y a pas d'hypothèse géométrique. Là, ça, c'est pour critiquer la méthode Simpson, sur laquelle on se passe pour calculer la FEVG. Et on surmonte les vis d'effet de coupe en 2D, parce que là, c'est une acquisition volumique 3D. Il y a moins de variabilité interobservateur, mais ça reste toujours le problème de qualité d'image, le 3D, parce que c'est le 3D en fait transthoracique, donc sera toujours limité par la qualité d'image. Voilà, donc là, la calcul de la FEVG en 3D, il y a la méthode d'acquisition multi-plan. Et là, vous voyez qu'on voit toutes les coupes en même temps. Pratiquement, on a ici 12 coupes. Là, on choisit le nombre de coupes. Et ça nous permet d'évaluer la FEVG et évaluer aussi la cinétique du ventricule gauche. Et là, ça, c'est très important. C'est facile. Et il suffit de faire une coupe 4 cavités et appuyer sur une touche pour avoir toutes ces coupes en même temps. Là, par exemple, vous voyez qu'il y a des troubles de la cinétique et un asynchronisme ventriculaire gauche. Et à côté du mode multiplanaire, c'est l'acquisition volumique 3D qui nous permet effectivement de calculer la FEVG ventriculaire gauche en 3D qui est plus fiable que le 2D, mais aussi on est limité par la mauvaise échogénicité. Et là, vous voyez, selon ces mêmes recommandations, les cut-off, les valeurs de la FEVG en mode 3D selon les différentes études et les volumes indexés. Donc là, la FEVG, le calcul de la FEVG, c'est la méthode de référence pour évaluer la FEVG, surtout chez les patients insuffisants cardiaques. Il faut bien la faire parce que là, vous le savez, si on ne la fait pas correctement, on peut surestimer et surestimer. Vous savez que la FEVG, elle a une grande valeur pronostique dans l'insuffisance cardiaque. Certes, elle a ses limites, on verra après, mais elle est pour le moment
paramètre fiable pour l'évaluation de la fonction systolique du ventricule gauche. Et déjà, actuellement, même les dernières recommandations de l'insuffisance cardiaque de l'ACC 2022, ils continuent de se baser sur la FEVG dans la définition de l'insuffisance cardiaque. Alors, quels sont les autres paramètres qui vont nous permettre d'évaluer la fonction globale systolique du ventricule gauche? Un paramètre très important, c'est le débit cardiaque. Il y a le DP sur DTT, il est important, mais il faut qu'il y ait une IM, on verra. La fonction longitudinale du ventricule gauche et l'index de T. Le débit cardiaque, là, vous le savez, le débit cardiaque, on le calcule par la formule de TV chambre de chasse fois la surface de chambre de chasse par la fois multiplié par la fréquence cardiaque. Donc, la fréquence cardiaque, c'est facile de la voir. La surface de chambre de chasse, vous êtes habitué à la faire lorsqu'on évalue la surface aortique, c'est le diamètre de chambre de chasse par A de l'insertion des sigmoïdes aortiques. Il faut bien le prendre pour ne pas sous-estimer ou surestimer là le débit cardiaque et l'ITV de chambre de chasse. Donc, c'est le Doppler pulsé au niveau de la chambre de chasse. Il faut avoir un flux vraiment bien laminaire. Et donc, le flux, l'ITV, c'est très important de le calculer. On peut ne pas même calculer le débit cardiaque et se baser uniquement sur l'ITV sous-aortique. C'est un paramètre indirect qui peut nous donner une idée indirecte sur le débit cardiaque ventriculaire gauche. Généralement, une ITV sous-aortique qui est inférieure à 18 cm, elle est en faveur d'une baisse, un paramètre indirect de baisse du débit cardiaque. Les limites de calcul du débit cardiaque, les charges dépendantes. En cas de FA, il faut multiplier les mesures et attention, elle est non valide si obstruction sous-aortique, parce que s'il y a une obstruction sous-aortique, vous allez avoir une accélération du flux en sous-aortique. Et si vous allez mettre l'ITV, le Doppler pulsé dans la jambe sous-aortique, vous allez trouver qu'un flux accéléré par l'obstruction, non par un hyperdébit. Il y a aussi un autre signe indirect très important en mode TM qui peut nous orienter indirectement vers une altération de la fonction systolique du ventricule gauche et la baisse des débits cardiaques. Et c'est en fait au mode TM l'ouverture des sigmoïdes aortiques. Une ouverture des sigmoïdes aortiques se fait normalement de façon rectangulaire avec des sigmoïdes qui s'ouvrent bien. Mais si on a une limitation de l'ouverture des sigmoïdes aortiques avec un aspect boutonnière, qui appelle certainement le SP de Erao, mais là, vous allez avoir des valves fines, mais vous avez une ouverture qui est limitée et c'est un signe indirect de bas débit cardiaque qui peut aussi vous orienter. D'autres signes, comme le DPDT, c'est un excellent paramètre, mais honnêtement, on ne le fait pas fréquemment en pratique et il faut avoir un flux d'insuffisance mitrale parce qu'on va tracer un point à 1 mètre du flux mitral, un point à 3 mètres par seconde du flux mitral. Et ça correspond à une différence de pression de 32 mm de mercure. Après, on va mesurer le DT, la différence de temps qui sépare ces deux points, le 1 et le 3. Et on va faire le rapport dP sur DT, 32 sur DT. Et là, pour vous dire que l'ITV mitral, pourquoi on utilise le mitral? Parce qu'elle traduit la variation de pression intraventriculaire gauche. Alors, le dP sur DT normal supérieur à 1200, et s'il est inférieur à 800 mm de mercure par seconde, on parle de dysfonction systolique, et cette dysfonction systolique est sévère s'il est inférieur à 40 mm de mercure. Donc, les avantages et les moins dépendants des conditions de charge, il est assez spécifique de la contractilité myocardique et aussi il est utile en pratique pour évaluer un changement rapide de l'état inotrope, réglage de stimulation multisite ou l'effet d'un inotrope en réanimation. Mais comme je l'ai dit, l'une des limites, c'est l'IM. Il faut avoir une belle enveloppe d'IM. Et aussi, en cas d'IM très, très important, on ne peut pas l'utiliser. Voilà un exemple de calcul de dP sur DT. Là, il est à 1340 mm de mercure, donc c'est un bon signe. Il n'y a pas d'insuffisance cardiaque systolique. L'indice du T, aussi, on l'utilise de moins en moins dans notre pratique courante, mais il peut nous rendre service dans certaines situations si on a un doute, si on peut avoir une idée sur la fonction systolique. C'est le Doppler. On peut le faire Doppler pulsé ou tissulaire, mais on pratique surtout le Doppler pulsé. C'est en fait, il faut calculer deux mesures, le A et le B. Le A, c'est en fait, c'est tout le délai qui sépare les deux diastoles, qui comporte le temps de contraction isovolumétrique.
le temps d'éjection aortique, le temps de relaxation isovolumétrique, donc c'est tout le temps qui sépare la diastole, disons la systole, et le B, c'est le temps éjectionnel aortique, donc là, il faut avoir le flux aortique, et la diste T égale A moins B sur B, et donc s'il est supérieur à 0,47, généralement, il témoigne d'une anomalie de la fonction aussi bien systolique que diastolique, et son intérêt, c'est de dépister précocement cette altération de la fonction systolique. Donc voilà, en pratique courante, le Doppler pulsé mitral. On va calculer donc le délai, le temps entre les deux flux mitraux. Et puis, Doppler pulsé sous-aortique, on va calculer le temps d'éjectionnel aortique et ça sera donc A moins B sur B. Voilà, c'est facile, en pratique courante, on peut le faire. Un autre paramètre aussi très important qui nous permet aussi d'avoir une idée globale sur l'étude de la fonction systolique du ventricule gauche, mais là surtout la fonction de contractilité myocardique du ventricule gauche, c'est l'onde S au Doppler tissulaire. C'est en fait Doppler tissulaire au niveau de l'anneau mitral. Et l'onde S, c'est un paramètre, là vous connaissez E' et A', mais là je parle de la systole de S, qui est un paramètre qui nous permet d'avoir une idée sur la contractilité myocardique ventriculaire gauche, là par exemple au niveau de l'anneau mitral. C'est, comme je l'ai dit, au niveau de la coupe apicale, 4 cavités. Et l'onde S, lorsqu'elle est inférieure à 8 cm par seconde, ça témoigne généralement d'une altération de la fonction systolique du ventricule gauche avec une FEG inférieure à 50%. Donc, ça dépend du site où on mesure l'onde S. En moyenne, c'est 10, mais en moyenne, on retient si c'est inférieur à 8, c'est une altération de la contractilité myocardique. Donc, j'ai bien insisté que l'onde S, qu'on calcule au Doppler tissulaire, est un paramètre d'étude de la contractilité myocardique ventriculaire gauche et donc la fonction systolique ventriculaire gauche. Et je vous rappelle que la fraction d'éjection ventriculaire gauche, qui a considéré jusqu'au jour d'aujourd'hui le paramètre qu'on utilise le plus dans notre pratique courante pour évaluer la fonction systolique ventriculaire gauche, a des limites parce qu'il nous permet d'avoir une idée sur la fonction ventriculaire gauche systolique globale. Mais en fait, on n'a pas une idée fiable sur la contractilité myocardique et surtout la contractilité des fibres myocardiques dans les différents sens, longitudinal, circonférentiel et radial, c'est-à-dire qu'on peut avoir une altération de la contractilité longitudinale qui sera compensée par des circonférentiels et radial, et donc on va avoir une FEG faussement rassurant d'une grande contractilité du ventricule gauche. D'où l'intérêt des nouvelles techniques et surtout le 2D strain, le strain longitudinal global, qui permet d'évaluer surtout la contractilité des ventricules gauche dans le sens longitudinal, radial et circonférentiel. Et le strain, là, vous avez une déformation longitudinale normale, c'est de moins 21 à plus ou moins 2, moins 1%. Et là, je vais focaliser surtout sur le strain longitudinal parce qu'il est le mieux validé dans les études et généralement, il commence à être altéré, compensé par le circonférentiel et le radial, tout en ayant une FEVG qui est normale, d'où l'intérêt de l'étude de ce strain pour la détection des atteintes infracliniques. Et donc, le strain longitudinal global, on va avoir la contractilité au niveau de chaque segment du ventricule gauche. Et on va avoir le strain longitudinal global. Donc, la normale, tout doit être en rouge. Mais si on a une altération des segments, on va avoir du rose clair, du rose foncé. Plus c'est clair, plus la fonction systolique, plus la contractilité du segment est altérée. Et toujours, on aura l'average, le strain longitudinal global moyen. C'est très important là, c'est surtout pour les détections précoces. Il peut aussi nous orienter vers l'étrologie, mais c'est pour vous dire aussi, là, on parle d'insuffisance cardiaque AVG altérée. Il a une valeur pronostique, surtout dans les cardiomyopathies ischémiques. Certaines études parlent d'une altération sévère de strain, un cutoff moins de 8 peut témoigner d'une absence même de viabilité myocardique, mais on a besoin d'autres études pour le confirmer. Donc, la FEVG, les méthodes de choix, d'autres paramètres d'évaluation globale de la fonction systolique, mais aussi n'oubliez pas d'évaluer les autres cavités chez le patient qui a de l'insuffisance cardiaque, et je vais m'attarder surtout sur l'oreillette gauche. L'oreillette gauche
les dilatés sur la surface, il est supérieur à 20 cm² en calcoutre cavité. Et idéalement, actuellement, le mieux validé, c'est de mesurer le volume télésystolique de l'oreillette gauche et le volume supérieur à 34 litres par mètre carré. Il a une valeur pronostique. Et comme vous le savez, là, l'oreillette gauche est considérée comme l'hémoglobine glyquée pour le diabétique. Donc, l'oreillette gauche pour l'insuffisance cardiaque, c'est considéré comme l'hémoglobine glyquée pour le diabétique. Plus elle est dilatée, plus elle reflète une élévation chronique et ancienne des pressions de remplissage. Même lors de l'examen, si vous ne trouvez pas une élévation de pression de remplissage, le fait de trouver une OG dilatée, ça témoigne de l'élévation chronique et ancienne des pressions de remplissage. Et idéalement, actuellement, ce qui est recommandé, de mesurer les volumes dans les surfaces. Et c'est la même chose, c'est comme pour le volume ventriculaire gauche, on l'a fait en 2 cavités et en 4 cavités. Lorsqu'on fait l'échocardiographie chez les patients insuffisants cardiaques, n'oubliez de regarder le VD, c'est primordial. Il faut regarder le VD parce que l'altération du ventricule droit altère encore le pronostic du patient insuffisant cardiaque. C'est un déterminant pronostic majeur. Et là, vous savez que le VD et le VG sont liés pour le mal et le pire à travers le septum et à travers le péricarde qui les englobe. Donc là, il faut vraiment étudier le VD chez vos patients insuffisants cardiaques. Il ne faut pas se contenter de regarder le ventricule gauche. Et donc, il faut calculer certainement la pression artérielle pulmonaire systolique. Plus c'est élevé, plus le patient est en surcharge, il faut adapter le traitement. Il faut regarder aussi la veine cave inférieure. Plus il est dilaté, plus il est non compliante, plus le VD il est en surcharge. Généralement, ça témoigne aussi d'une surcharge du ventricule gauche. Donc, il faut bien regarder le VD, les pressions de remplissage du VD, évaluer la fonction systolique du VD, plus c'est altéré, plus c'est de mauvais pronostics. Je passe rapidement les paramètres qu'on utilise le plus dans notre pratique courante, la fraction de raccourcissement de surface, le TAPS et le DTI à l'anneau tricuspidien latéral. La fraction de raccourcissement de surface, c'est comme, on va prendre la surface télédiastolique, moins télésystolique sur le télédiastolique du VD. Et s'il est inférieur, c'est la surface et non le volume. S'il est inférieur à 35%, on parle d'insuffisance ventriculaire droite. Le TAPS, qu'on utilise le plus fréquemment dans notre pratique courante, en mode TM, l'anneau tricuspidien. S'il est inférieur à 17 mm, c'est en faveur d'altération de la fonction de systolique. Et l'onde de SODTI de l'anneau tricuspidien en Doppler tissulaire. S'il est inférieur à 9,5, c'est en faveur d'insuffisance ventriculaire droite. Il y a un autre paramètre très important aussi, son point fort, c'est qu'il est charge indépendant, il ne dépend pas de conditions de charge, parce que malheureusement, les autres paramètres aussi dépendent de conditions de charge du ventricule droit. C'est l'accélération de la contraction isovolumique, l'IVA, ce n'est pas l'interventriculaire antérieur, la l'IVA pour l'échocardiographiste. S'il est inférieur à 1,8, ça témoigne d'une dysfonction ventriculaire droite. Donc, on évalue la fonction systolique du ventricule gauche. On doit regarder les autres cavités, l'oreillette gauche, le ventricule droit, la pression artérielle pulmonaire systolique. Mais n'oubliez pas aussi l'étude de la fonction diastolique qui est un déterminant pronostic important chez le patient insuffisant cardiaque. Et c'est juste pour vous rappeler les différents types de flux, le type 1, le type 2, le type 3. Je rappelle que le type 3, c'est le profil restrictif. Le type 1, c'est le trouble de relaxation. Et le 2, c'est le pseudo-normal. Et focalisez-vous sur le type 3 parce que c'est facile, si on le trouve, ça nous permet de conclure rapidement sur l'évaluation des pressions de remplissage. Voilà le profil restrictif. Donc, comment on va évaluer les pressions de remplissage chez nos patients qui ont de l'insuffisance cardiaque à FEG réduite? Je parle de la FEG 8. La première étape, c'est de prendre le flux mitral en Doppler pulsé. Et puis, il faut regarder, c'est facile, si le profil il est restrictif, c'est-à-dire le E dépasse de loin le A, supérieur ou égal à 2, vous n'avez pas besoin de recourir à d'autres paramètres, vous n'avez pas besoin de calculer autre chose, vous allez conclure à une élévation des pressions de remplissage. Donc, profil restrictif sur dysfonction ventriculaire gauche systolique égale élévation des pressions de remplissage. Si vous avez le E sur A inférieur à 0,8, avec la vélocité de l'onde de E qui est inférieure à 50 cm. Dans ce cas, avec le contexte de dysfonction VG, vous n'avez pas d'élévation de pression de remplissage. Les pressions de remplissage sont normales, donc c'est un trouble de relaxation.
mais avec un E, la vélocité de onde de E qui ne dépasse pas les 50 cm par seconde. La troisième alternative, c'est que vous avez un E sur A inférieur ou égal à 0,8 avec un E supérieur à la vélocité de l'onde de E qui dépasse les 50 cm par seconde, où on a un rapport E sur A entre 0,8 et inférieur à 2, ça c'est le pseudo normal. Donc dans ce cas, il faut chercher il faut voir trois critères. Donc il y a le E sur E', rapport moyen E sur E', voir s'il est supérieur à 14, la vélocité tricuspidienne s'il est supérieur à 2,8 mètres par seconde, et le volume de l'oreillette gauche indexé s'il est supérieur à 34 litres par mètre carré. Donc, c'est la vélocité de flux tricuspidien et non la PAPS. Donc, si on a deux critères donc, sont disponibles et sont positifs, c'est en faveur d'élévation des pressions de remplissage. Si deux sont négatifs, donc c'est contre l'élévation de pression de remplissage. Et si un positif et un négatif, dans tout cas, on ne peut pas déterminer, il faut recourir à d'autres paramètres, dont le flux veineux pulmonaire. Si on trouve que le flux veineux pulmonaire, je vous rappelle, il y a le S et le D et le A, le S supérieur à D. Si le S est inférieur à D, c'est en faveur d'élévation des pressions de remplissage. Voilà, donc ça c'est pour l'étude de la fonction diastolique. L'échocardiographie aussi, donc on étudie la fonction systolique chez le patient insuffisant cardiaque. Il faut étudier la fonction diastolique, il faut évaluer les autres cavités, mais l'écho aussi, elle peut nous orienter vers les étiologies. Et l'étiologie la plus fréquente, c'est la cardiopathie ischémique, comme vous voyez ici, une akinésie apicale étendue chez un patient qui a fait un IDM. La même chose là, c'est une cardiopathie ischémique, mais ça se touche essentiellement la paroi inféroseptale. Et là, ça se confirme à l'échographie. Donc, ce sont des exemples de cardiomyopathie ischémique. Là, des cardiomyopathies ischémiques, mais compliquées de thrombose apicale étendue, vu l'altération sévère de la contractilité de l'apex. Un autre exemple, ce sont des cas véridiques du service, un thrombus apical. Et là, vous voyez qu'il y a une altération sévère de la contractilité à part un tout petit peu les segments basaux. Là, un autre exemple, qui est pas très classique, mais thrombus de la paroi antérolatérale, mais de la paroi antérolatérale et inférolatérale suite à un IDM latéral, antérolatéral et inférolatéral. Voilà, donc là, c'est notre exemple de suffisance cardiaque systolique, mais c'est pas ischémique, c'est cardiomyopathie dilatée, probablement primitive, parce que vous voyez ce VG qui est globuleux. Là, vous voyez le VG qui est globuleux avec l'asynchronisme net à l'œil nu. C'est un patient qui a un BBG, donc c'est l'aspect typique avec des parois fines qui témoignent du CMD qui est avancé. Donc, ça nous permet aussi de s'orienter vers l'étiologie, mais aussi, parfois, ça peut nous aider pour dicter la conduite thérapeutique chez le patient insuffisant cardiaque. Par exemple, on cherche l'insuffisance mitrale fonctionnelle. Vous savez que c'est assez fréquent, surtout lorsqu'il s'agit de cardiomyopathie dilatée. On parle d'insuffisance mitrale secondaire. Donc, il faut mieux quantifier cette insuffisance mitrale secondaire et les nouveautés. Les critères de quantification, c'est les mêmes que l'insuffisance mitrale primaire. C'est SOR supérieur ou égal à 40 mm carrés. Il faut bien sûr mesurer l'anneau qui est l'un des mécanismes de cette insuffisance mitrale avec rapport longueur anneau sur le diamètre de la grande valve mitrale qui dépasse 1,3. Mais surtout, il faut évaluer ce qu'on appelle le tenting, qui est le deuxième mécanisme de cette insuffisance mitrale secondaire due au remodelage ventriculaire gauche. Donc, on doit calculer la surface du tenting, mais aussi la hauteur de l'attente. Donc, au-dessus de la surface du tenting supérieure à 2,5 et la hauteur du passe à 1 cm, c'est témoigne que le remodelage ventriculaire gauche il est très important. Là, c'est un autre exemple pour vous montrer comment on calcule la surface, la hauteur du tenting. Là, un exemple d'insuffisance mitrale fonctionnelle. J'ai un patient qui a une insuffisance mitrale fonctionnelle. Là, vous voyez le tenting et le remodelage ventriculaire à gauche avec l'insuffisance mitrale, le tenting, la hauteur, la surface du tenting et la hauteur du tenting.
Et ça nous aide essentiellement pour sélectionner les patients qui pourraient se prêter pour le mitraclip, le traitement percutané de la valve mitrale, ou pour dicter un traitement chirurgical associé s'il y a une indication chirurgicale indiquée. Dans le même sens, l'échographie peut guider le choix thérapeutique. Et donc, en insuffisance cardiaque, surtout en cas de CMD, c'est l'intérêt de la recherche de l'asynchronisme, bien que si on regarde actuellement les guidelines, les recommandations, les indications de la resynchronisation se basent essentiellement sur la largeur de QRS, mais l'échocardiographie, elle peut nous aider parfois dans des situations litigieuses. Classiquement, on étudie l'asynchronisme atrioventriculaire, interventriculaire et intraventriculaire. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais juste pour vous dire actuellement, avec les nouvelles techniques, avec le speckle tracking, le strain, longitudinal global, ça nous facilite la tâche pour étudier l'asynchronisme intraventriculaire de façon très détaillée au niveau des différents segments, parce qu'avant, l'intraventriculaire, ça on le fait avec des délais, mais maintenant avec les différentes courbes et en mesurant les délais entre les différents pics, on devine l'asynchronisme intraventriculaire. Donc là, en attendant d'autres études positives, plaçons l'échographie en tant que paramètre important pour évaluer la synchronie et dicter surtout la resynchro, on continue à se baser sur l'ECG, mais l'écho, comme je l'ai dit, elle nous rend service, et surtout après s'il y a une resynchronisation pour optimiser les délais de synchronisation et surtout pour détecter les bons répondeurs, les patients qui ont bon répondu au traitement. Alors, je termine par ce petit chapitre, la place de l'échographie dans le suivi du patient insuffisant cardiaque. Patient insuffisant cardiaque, on fait une échographie initiale. Après, selon les conditions sociales, selon l'évolution du patient, on va faire des échographies de contrôle. Sinon, c'est important aussi de faire des échographies 6 mois à 1 an après le premier diagnostic, et après, pourquoi pas tous les ans, pour détecter surtout le remodelage inverse ventriculaire gauche, parce que là, un ventricule gauche dilaté, c'est du remodelage, c'est le remodelage qui est négatif, qui classe le patient à haut risque. Donc, le remodelage, là, ça se voit surtout en post-cardiomyopathie ischémique, qui explique la dilatation du ventricule gauche, voire même l'anévrisme du ventricule gauche. Il va entretenir la dilatation des différentes cavités. Il va s'entretenir avec le temps et elle va aggraver encore le pronostic, qui se voit aussi dans les CMD et s'aggrave au fil du temps. Donc, c'est le remodelage négatif, mais ce qu'on cherche à détecter, c'est surtout le concept de remodelage ventriculaire gauche inverse, c'est-à-dire on va faire le diagnostic de insuffisance cardiaque, on traite notre patient, surtout maintenant on dispose de molécules innovantes qui ont bouleversé aussi le pronostic des patients insuffisants cardiaques, et on va chercher ces remodelages inverses bénéfiques dus à la prescription du traitement, l'optimisation du traitement de l'insuffisance cardiaque. Donc, le remodelage inverse, c'est-à-dire il y a une réduction du volume du ventricule gauche et une amélioration de la fonction systolique, et c'est décrit entre 26 et 46%. Donc, le remodelage inverse, c'est l'ensemble des changements moléculaires, cellulaires, tissulaires qui aboutissent à une réduction des volumes ventriculaires, une amélioration de la FCG, et une réduction du volume télédiastolique ou télésystolique de plus de 10% et une amélioration de FEVG plus de 10% ou une amélioration de la FEVG de plus qui donc devient supérieure à 50%. Donc là, c'est l'échocardiographie en mesurant les volumes télédiastoliques, le volume télésystolique, la FEVG, idéalement le même opérateur pour éviter les variabilités inter-observateurs. Et donc, on va détecter à temps l'effet des molécules, et comme je l'ai dit, aussi bien les molécules innovantes que aussi les anciennes molécules de l'insuffisance cardiaque. Alors, en conclusion, l'échocardiographie joue un rôle majeur dans le diagnostic de l'insuffisance cardiaque. Elle nous permet aussi une analyse multiparamétrique d'évaluation de la fonction systolique du ventricule gauche dans l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite, calculant surtout la FEVG, tenant compte des limites de la FEG, l'intérêt de l'onde S et le strain, et surtout qu'il y a une valeur pronostique dans l'insuffisance cardiaque à FEG réduite. On verra pour l'insuffisance cardiaque à FEG préservée. Vous avez vu que je n'ai pas parlé de la fraction de raccourcissement
Personnellement, je ne l'utilise pas en pratique, il faut l'éviter, parce que généralement, dans le cadre de l'insuffisance cardiaque systolique, soit c'est d'origine ischémique, donc il y a des troubles de la cinétique, donc ça sera faussé, soit, soit c'est tellement le ventre gauche, il est remodelé, et parfois ce remodelage concerne plutôt l'apex qu'on peut en sous-estimer la mesure du diamètre, donc on va sous-estimer la fraction de raccourcissement du ventre gauche, d'où l'intérêt de la FVG, la fraction d'éjection ventriculaire gauche, avec la méthode de Simpson-Buplan qui reste pour le moment la méthode de référence pour évaluer la fonction systolique ventriculaire gauche en 2D, idéalement en 3D. Certainement, l'assise limite, comme je l'ai dit, la FVG, d'où l'intérêt de l'étude longitudinale et surtout avec le strain qui est indépendant de l'angle, par exemple, que par rapport au Doppler tissulaire, il est plus fiable. Et comme je l'ai dit, le strain, surtout valeur pronostique, il peut nous orienter vers l'étiologie, il trouve toute sa place, surtout pour l'insuffisance cardiaque à FVG préservée, on verra dans les prochaines capsules. Les perspectives de devenir, c'est le 3D, 4D, le strain 4D aussi qui est encore plus reproductible. Comme je l'ai dit, certes, la FVG va rester, pour le moment, reste la méthode de choix, mais certainement, on va revisiter la définition de l'insuffisance cardiaque basée sur la FVG et certainement, il y a d'autres paramètres hémodynamiques qui sont plus fiables et il faut tenir compte de ces paramètres pour une évaluation plus objective de la FEVG, le débit, les résistances, les compliances. Là, c'est vraiment très important. Et pour avoir plus de détails sur ces notions, vous êtes invité à assister à notre congrès, le congrès de l'amicale de Sfax, qui aura cette année comme thème essentiellement l'insuffisance cardiaque. Ce sera le premier congrès du réseau international de l'insuffisance cardiaque. Donc, vous êtes le bienvenu. C'est dans quelques jours, c'est du 5 au 8 mai 2022. Et je vous remercie.